l'après-midi. Et nous allons commencer par la première conférence invitée de ce congrès national. Et nous accueillons donc Françoise Bézéras. Voilà, donc c'est un privilège de l'accueillir et pour ouvrir cette session. Et je vais vous présenter très rapidement cette intervenante dont l'expertise et l'engagement sont unanimement reconnus dans le monde du spatial et bien au-delà. Donc Françoise est ingénieure en électronique, elle est diplômée de l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC. Elle a ensuite rejoint le Centre national d'études spatiales, le CNES, en 1992, et elle s'est rapidement spécialisée dans les effets des radiations sur les composants et les systèmes électroniques embarqués. Elle est aujourd'hui d'ailleurs experte senior dans ce domaine. Outre le support au projet et à l'industrie spatiale française, elle contribue aujourd'hui à la normalisation européenne en matière de prise en compte des effets de radiation et de méthodologie de test. Et elle représente le CNES au sein de différents programmes européens centrés sur les moyens d'essai radiation. Donc, la simulation des radiations spatiales passe par l'utilisation de sources gamma, bien entendu, de forte activité et d'accélérateurs de particules, protons ou ions lourds. C'est pourquoi Françoise a également occupé le poste de PCR pour le centre technique du CNES à Toulouse. Donc, sa connaissance de l'environnement radiatif spatial et de la radioprotection l'ont naturellement conduit à s'intéresser à la radioprotection des astronautes. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur de participer à notre congrès. Alors, préparez-vous donc pour un voyage, pour découvrir le monde de la radioprotection dans l'espace. Quels sont les risques? Comment est suivi le personnel? Et quelles sont les perspectives pour les futures missions spatiales habitées? Merci à tous de réserver à Françoise Bézéras le meilleur accueil. Voilà, je te laisse la parole. Celui-ci. Merci Fabrice pour l'introduction. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici et je tiens à remercier les organisateurs pour m'avoir conviée à venir présenter ce sujet qui me tient à cœur. Le challenge, c'est que j'ai 20 minutes pour vous présenter 67 ans de radioprotection dans l'espace. Donc on va passer directement à l'introduction avec la localisation de l'espace. Par définition, on considère qu'on est dans l'espace à partir de 100 km d'altitude, quand les conditions de pression et température font que l'environnement est complètement différent de ce qu'il est à la surface et dans l'atmosphère. Donc dans l'espace, on cumule différents risques. Le vide, bien sûr, ce qu'on appelle la microgravité. Certains parleront d'impesanteur, donc tout ce qui est absence de force de gravité. Les risques de collision avec des objets, qui soient naturels, les micrométéorites ou les débris issus de l'activité humaine, et puis tout ce qui est environnement radiatif. Et dans l'environnement radiatif, on englobe les particules légères électrons qui vont créer des risques de décharge électrostatique, toute la contribution des UV qui va vieillir les matériaux qui se trouvent à l'extérieur des engins spatiaux, et bien sûr les rayonnements ionisants qui sont le sujet du jour. Donc ces rayonnements ionisants dans l'espace, ils proviennent de 3 sources. La première, ce sont les rayons cosmiques, qu'on appelle aussi galactic cosmic rays. Ce sont des protons et des ions de très haute énergie issus de phénomènes violents de type effondrement de galaxies, explosion de supernovas. Et quand ils arrivent à notre niveau, ils ont des énergies telles qu'ils sont capables de traverser les vaisseaux spatiaux de part en part. La seconde source, c'est le Soleil. Le Soleil est un astre qui a une météo assez capricieuse. Il suit un cycle de 11 ans avec des phases de calme pendant lesquelles il va émettre ce qu'on appelle le vent solaire, une émission continue d'ions et de protons. Et puis, il y a des phénomènes sporadiques, c'est ce que vous voyez là avec tout ce crépitement sur les images, où on va avoir des émissions d'ions, d'énergie modérée, mais surtout de protons très énergétiques qui sont capables d'arriver au niveau de la Terre en quelques heures seulement. La dernière contribution, c'est en fait la combinaison du champ magnétique terrestre avec les 2 sources précédentes. Parce que la Terre est dotée d'un champ magnétique terrestre, d'un champ magnétique de très forte intensité, il y a des zones autour de la Terre qui ont capturé des particules légères. Ces particules, ce sont des protons et des électrons. Et donc, on va trouver symétriquement au champ magnétique terrestre, donc sous la forme de tore dans le plan de l'équateur, 2 types de ceintures. Une ceinture de protons unique qui est ici dessinée en orange
et une double ceinture d'électrons qui va aller jusqu'à des altitudes très élevées. Vous le savez, protons et électrons égale dose, donc ça va fortement contribuer aux contraintes en dose sur les orbites basses. Donc, cet environnement radiatif, il faut comprendre qu'il n'est pas le même d'un endroit à l'autre. Donc, quand on est en orbite basse, on bénéficie de la protection du champ magnétique d'une part, mais on subit également le fait qu'il ait capturé des particules dans les ceintures. Et quand on est en dehors de la protection du champ magnétique terrestre, on va prendre de plein fouet les particules issues de l'activité solaire et les galactiques cosmiques raies. Mais il y a également un autre phénomène que je tiens à détailler, c'est que le champ magnétique terrestre n'est pas centré sur l'axe de rotation de la Terre. Et cette particularité fait que les ceintures de radiation ne vont pas être symétriques à tous les endroits de la Terre. Donc cette inclinaison et ce léger décalage fait que, à la verticale du large du Brésil, on a une zone dans laquelle on va avoir une vision du pied de la ceinture interne de protons. Et à haute latitude, c'est-à-dire vers le pôle sud et le pôle nord, on va avoir la vision du pied de la ceinture externe d'électrons. Donc, quand on est à une altitude constante, c'est ce que vous voyez sur l'image de droite, et qu'on fait une cartographie de la dose, on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de contribution ailleurs que dans ces trois zones-là. Marc, si tu peux lancer la vidéo en cliquant dessus, vous allez voir que cette activité, cette présence de radiation à une altitude constante, elle est variable dans le temps en fonction de l'activité solaire. Quand vous avez des éruptions solaires, elles viennent enrichir les ceintures de radiation et vous allez voir fluctuer les quantités de particules qu'on va avoir. Et quand on a vraiment un événement très important, on va voir arriver des particules, notamment des galactiques cosmiques raies, par les pôles, avec un changement radical de l'environnement. C'est ce phénomène-là qui explique qu'on a des aurores polaires uniquement sur les pôles. Voilà. Donc cet environnement radiatif, qui est déjà bien sévère, il ne va jamais atteindre les astronautes directement puisqu'ils sont toujours protégés à cause des autres contraintes, le vide et autres. Donc il va interagir avec un blindage qui est plus ou moins important, suivant qu'on parle d'une combinaison de sortie extravéhiculaire ou d'un vaisseau spatial. Et ce qu'on va avoir en résultante, ça va être quelques particules qui vont réussir à passer parce qu'elles sont très énergétiques, mais beaucoup de secondaires. Et on peut avoir également, quand on se trouve à proximité d'une planète ou d'une lune, de rayonnement secondaire qu'on appelle albédo, qui est constitué de neutrons. Donc en fait, ce sont ces particules incidentes qui, interagissant avec la surface, vont réémettre des neutrons vers l'espace. Donc on a besoin, pour protéger nos astronautes, de caractériser cet environnement. On fait beaucoup de mesures afin d'enrichir des modèles qui nous permettent de prédire de façon sécuritaire, on va dire, de façon majorée, les risques pris par les astronautes. Et ce, quelle que soit la nature de la mission. Donc regardons un petit peu, dès les premières missions, il y a eu des mesures de l'environnement radiatif. Pour ceux qui ne le savent pas, Sputnik 1, premier satellite de l'histoire, a été lancé en octobre 1957. Un mois plus tard, les soviétiques lançaient Sputnik 2 avec la chienne Laika, mais surtout avec un compteur Geiger et 2 spectrophotomètres. La particularité de cet instrument, c'est qu'il n'avait pas d'enregistreur à bord. Il était obligé de transmettre en direct les données vers le sol. À cette époque-là, il y avait la guerre froide et les soviétiques ne pouvaient exploiter que les données qui étaient captées sur leur territoire. Or, à la verticale du territoire soviétique, il n'y avait pas énormément de radiation. On voyait à peine les ceintures à haute latitude, mais ils n'ont pas pu exploiter de données, surtout qu'ils ont refusé d'échanger avec notamment les Australiens, qui avaient capté des données très intéressantes, mais qui ne savaient pas les décoder. Bien mal leur en a pris, puisque 3 mois plus tard, les Américains leur ont damé le pion avec l'expérience Explorer 1, dotée d'un compteur Geiger capable de détecter les protons de plus de 30 MeV et les électrons de plus de 3 MeV. Et grâce à cet instrument, les Américains ont donc découvert les ceintures de radiation qui ont été nommées ceintures de Van Allen,
du nom du scientifique qui est au centre de la photo et qui tient l'instrument. Donc ceinture de protons et ceinture d'électrons. Voyons maintenant quelle est la dosimétrie à bord des missions spatiales habitées qui ont eu lieu. D'abord, l'International Space Station, c'est le plus gros satellite artificiel et il gravite à 400 km à peu près, puisqu'elle a tendance à descendre, on la remonte régulièrement. Donc on est autour de 400 km et vous remarquerez que sa trajectoire ne passe pas par les pôles. Ce n'est pas un hasard, c'est pour éviter les fortes irradiations dues au fait que sur les pôles, le champ magnétique ne nous protège pas. À bord de cette ISS, il y a eu de nombreuses expériences consacrées à la dosimétrie. Je ne les listerai pas toutes, mais ce slide, c'est un peu pour vous montrer que c'est de l'international et qu'il y a même eu des collaborations depuis le début de la station et même avant sur Mir. Et désormais, sur les dernières expériences françaises, on était à bord de l'ISS. Très rapidement, que donnent ces résultats ? Ils ont été obtenus dans différents modules de la station, qui ont des architectures différentes, des matériaux différents, et donc qui offrent un blindage naturel différent. Malgré cela, on a des résultats très cohérents, dans une échelle de 1 à 2, avec un résultat de l'ordre de 55 à 110 microgrès par an à bord de la station. Pour l'instant, je m'exprime en quantité de doses parce que ces instruments ne fonctionnent que sur les mesures de Gray. Donc, pour vous détailler un petit peu le genre d'instruments qu'il y a, je vais décrire la dosimétrie européenne qui a été utilisée pendant des années et qui nous offre une énorme statistique de données. DOSIS, c'est une dosimétrie à base de dosimètres à lecture différée qui sont remplacés tous les 6 mois et qui sont similaires à ce que vous utilisez au quotidien sur vos postes de travail, et de détecteurs à base de diodes PIPS de Canberra qui sont utilisés en coïncidence et dans 2 axes directionnels pour travailler sur la directionnalité des flux. Grâce à cet instrument, on a pu avoir des données très intéressantes. La première, c'est une valeur moyenne. Une valeur moyenne de 286 microgrès par jour, avec 2/3 de contribution liée au rayonnement galactique et 35% liés aux particules piégées dans l'anomalie subatlantique. Une fois la conversion en dose efficace, on obtient à peu près 240 millisieverts par an. Donc vous voyez qu'on est très loin des doses que vous manipulez au quotidien. Et juste pour information, une mission standard sur la station, c'est 6 mois. Donc un astronaute, quand il fait une mission, il va recevoir à peu près 120-130 millisieverts sur sa mission. À quoi ça ressemble les données de DOSIS ? Sur les télescopes, ce qu'on voit, c'est d'abord une petite fluctuation, max-min, max-min. Le maximum correspond aux hautes latitudes, quand on passe près des pôles, à 60 degrés. Le minimum, c'est quand on est à l'équateur, ainsi de suite. Et puis, de temps en temps, il y a un gros pic qui est 50 à 100 fois plus important. Ça, ce sont les passages dans l'anomalie sud-atlantique. On le voit mieux sur cette illustration, où on voit bien la densité de charge dans l'anomalie. Et cette illustration, elle est là pour montrer la variabilité dans le temps entre une période d'activité solaire maximum, où le Soleil envoie beaucoup de flux, et ce flux, en fait écran à l'arrivée des galactiques cosmiques raies sur les pôles. En gros, ce vent solaire va faire une espèce de plasma qui va empêcher certains rayons cosmiques d'arriver jusqu'à la Terre. Ce qui explique qu'en maximum solaire, vous voyez sur les hautes latitudes, on n'a que du jaune, alors que sur la période de minimum solaire, en haut, on a beaucoup de rayonnement galactique sur les hautes latitudes. Une autre observation grâce à DOSIS, ça a été de voir que si on fait varier l'altitude de façon significative, ici on a 70 km entre 2009, qui était une orbite basse de la station, et 2013 où elle avait été remontée, on voit nettement la différence d'environnement. Et donc il faut se dire que la station va mettre le même temps à traverser la SAA, et donc la dose reçue par les astronautes pendant cette traversée sera plus importante dans le deuxième cas que dans le premier. Dans le spatial, on a également utilisé des fantômes, comme vous le faites dans le médical.
Phantom utilisé d'abord à l'extérieur par les Russes avec le projet Matrochka, qui a été réutilisé plus tard par les Japonais dans le module Kibo. Et en fait, ça leur a permis de préciser la dosimétrie des astronautes dans les différentes conditions d'intervention une fois qu'ils sont à bord. Tout ça, c'était avec des dosimètres que moi j'appelle encore passifs, que vous appelez à lecture différée. Ensuite, on est passé à la dosimétrie opérationnelle. Alors, ce sont des dosimètres tout à fait standards qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos dosimètres opérationnels au sol. La seule particularité, c'est qu'il n'y a pas d'alarme sonore en cas de dépassement de dose ou de débit, parce que nos profs astronautes, ils n'auraient pas moyen de se protéger de toute façon. Donc, à part les stresser, ça ne servirait pas à grand-chose. Et la seconde particularité, c'est qu'ils n'ont pas accès à la lecture directe de la dose ou du débit. Ils téléchargent les enregistrements via le bloc que vous voyez au centre et c'est envoyé au sol pour un post-traitement. Les résultats, comme vous le voyez sur la droite, sont très semblables à ce qu'on a avec la dosimétrie à lecture différée. On voit bien les max-min avec la latitude et puis quand on traverse l'anomalie sud-atlantique, les pics avec un facteur 50 à 100 par rapport au fond continu. Lumina, c'est une expérience que le CNES a installée dans la station internationale en 2021. C'est une collaboration avec XBlue, qui est un fabricant de fibres optiques français, avec le laboratoire Hubert-Curien de l'Université de Saint-Étienne et le CERN. Le principe, c'est que quand vous irradiez du verre ou de la silice, ça brunit. Un verre qui brunit va moins transmettre la lumière. Une fibre optique va pouvoir représenter un long parcours de lumière en un volume très limité. Donc Lumina, il est un peu plus gros qu'une boîte à chaussures et à l'intérieur, vous avez 7 km de fibre optique. Donc notre signal utile va parcourir 7 km, arriver sur un petit miroir, revenir en arrière et à l'arrivée, on aura une atténuation du signal qui est en liaison directe avec la dose reçue. C'est ce que vous voyez dans le graphique du centre. On a une parfaite linéarité et donc on peut remonter directement à la dose, même pour des doses très très faibles, des variations de doses très très faibles. Donc Lumina a été installé par Thomas Pesquet en 2021. On l'exploite depuis. Ça marche très bien. Quand on passe dans la SA, on voit bien un pic. Quand on passe sur les hautes latitudes, on voit des petits pics aussi. Et cette détection des faibles doses, l'espoir qu'on a, c'est de s'en servir pour être capable de détecter les sursauts qui sont des avertissements qu'une grosse éruption solaire va se produire. C'est un peu comme pour les tremblements de terre, il y a des signes avant-coureurs. On travaille à cette détection pour s'en servir de méthode d'alerte. Et l'avantage de la fibre optique, c'est que dans Lumina, on l'avait bobiné dans un petit espace, mais qu'on pourrait très bien envisager d'entourer toute la station avec une fibre optique pour mesurer la dose à l'extérieur. Voilà, donc intérêt de tout ça, c'est protéger nos astronautes en sortie extravéhiculaire. Pour l'instant, je n'ai pas connaissance qu'ils portent de dosimétrie opérationnelle parce que ça ne servirait à rien si ce n'est les alerter, enfin les affoler. Il faut qu'ils soient calmes dans ces périodes-là. Un peu de retour d'expérience. Claude Nicolier, lors d'une conférence, nous a dit à mes premières heures à bord de la station, ce que j'ai vu, c'est que je voyais les ions lourds. En fait, ce qu'il voyait, c'était des flashs lumineux. Il avait beau fermer les yeux, il voyait des flashs lumineux. Et en fait, c'est la charge collectée par les rayonnements ionisants qui est déposée sur le nerf optique et qui était compris comme un signal. Et au bout de quelques jours, le cerveau s'habitue et ne traite plus ce signal. Il considère que c'est du bruit de fond. Et c'est un phénomène que d'autres astronautes ont relaté. Thomas Pesquet, qui était venu au CNES avant son premier vol, nous a dit « Nous, on a des consignes. Quand il y a une éruption solaire, pas de sortie extravéhiculaire. Et si on est en cours de sortie extravéhiculaire et qu'il y a une alerte, la première chose à faire, c'est on laisse tout tomber et on rentre s'abriter. L'endroit où ils peuvent s'abriter, c'est leur chambre. En fait, c'est une espèce de placard où ils dorment verticalement. Enfin, on ne sait pas trop. Ils s'accrochent au mur parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Hein. Et pourquoi cet endroit? Parce qu'en fait, il a été conçu pour les protéger des micrométéorites. Donc le blindage naturel de cet endroit de la station est un peu plus important. Voyons maintenant le cas des missions lunaires.
Donc Apollo, bien sûr, qui est la seule mission à ce jour qui a amené l'homme sur la Lune. Il y a eu différentes missions, mais je tiens à insister sur le fait que la durée de ces missions pour l'homme dans l'espace n'a pas excédé 15 jours. Donc on est sur des faibles durées. La suite, c'est Artemis. Artemis, c'est un programme de retour de l'homme vers la Lune en vue de préparer Mars. Artemis, c'est porté par la NASA, jusqu'à présent, parce qu'avec l'actualité, on ne sait plus, et l'ESA. C'est basé sur le principe d'une station qui va orbiter autour de la Lune, qui s'appelle Lunar Gateway, et des capsules qui vont arriver de la Terre vers cette station, puis des petites fusées qui vont amener les équipages à la surface de la Lune et remonter jusqu'à la station. L'intérêt, c'est d'avoir des véhicules qui sont dimensionnés non plus pour faire le trajet Terre-Lune puis retour, qui sont très énergivores, mais on s'arrache à l'attraction terrestre une seule fois et ensuite on travaille sur des énergies beaucoup plus faibles. Artemis prend du retard, déjà techniquement, et en plus, maintenant, la politique Trump-Musk fait que Artemis vient de se voir privé d'une partie des dotations budgétaires américaines, donc le programme est peut-être même compromis, puisque les Américains mettent l'accent directement sur Mars. Alors, quelles ont été les mesures réalisées sur la Lune? Dans le cadre d'Apollo, les mesures qui avaient été réalisées, elles sont un peu faussées parce que les dosimètres à l'époque n'étaient que à lecture différée et ils enregistraient la totalité de la mission, c'est-à-dire le transfert, une orbite autour de la Lune, on se pose, la dose reçue à la surface et retour. La dose estimée, c'est de l'ordre de 100 à 380 millisieverts par an. Artemis, pour l'instant, il n'y a eu qu'une mission qui est partie. C'est une capsule qui est allée sur la Lune, enfin, orbitée autour de la Lune et qui est revenue. Et elle servait à évaluer la dose reçue pendant le transfert. Cette dose, elle a été confirmée inférieure à 150 millisieverts. Et Artemis a servi également à valider des concepts, par exemple l'orientation de la capsule lors du retour sur la Terre. En mettant les parties les plus blindées vers l'avant, les astronautes se retrouvent protégés des flux les plus importants. Donc, Artemis, pour l'instant, on en est là. Maintenant, il n'y a pas que les Américains, il n'y a pas que les Européens. Et les Chinois sont en train de nous damer le pion sur la conquête de la Lune, avec 2 expériences qui ont amené des résultats très importants. Chang'e 4, en 2019, a fait atterrir un lander qui a mesuré la dose en incluant la contrainte neutron d'albédo dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, ça a conduit à revoir à la hausse la dose à la surface. En incluant l'albédo, on est plutôt dans l'ordre de 500 millisieverts par an, d'autant qu'on était en maximum solaire. Et plus récemment, en décembre 2023, l'IRAP, avec le CNES, a envoyé l'instrument DORN, qui était un instrument qui, sur 24 heures, un peu plus, a enregistré le radon. Alors, l'objectif, ce n'est pas de mesurer le radon sur la Lune, c'est de faire de la sismologie et d'essayer de comprendre les mécanismes de fracturation du sol et de création de la pseudo-atmosphère très fine qu'on a à la surface de la Lune. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que même moi, je n'ai pas suivi ce qu'a fait Pierre-Yves Mellen. Donc s'installer sur la Lune pour préparer Mars, mais c'est toujours d'actualité. Hier, l'ESA, au Salon du Bourget, a insisté sur le fait qu'ils avaient toujours cet objectif de se servir de la Lune comme un laboratoire de conquête vers Mars et de préparation de l'habitat martien. Divers travaux sur l'habitat martien sont en cours. Et l'objectif, comme le veut Musk, c'est d'aller installer des bases sur la planète rouge. Alors, la dose sur Mars a été mesurée grâce à l'instrument RAD de la NASA sur le rover Curiosity. Les relevés, alors une particularité de Mars, je dois insister, c'est que c'est très loin de la Terre, contrairement à la Lune. On est sur des centaines de millions de kilomètres. Donc on ne va pas sur Mars en 2 jours comme sur la Lune. Il faut en moyenne 9 mois pour aller sur Mars. Donc on va déjà prendre une dose significative pendant le transfert, de l'ordre de 500 millisieverts, rien que pour l'aller. Une fois qu'on est sur la planète, on va avoir une dose moyenne de 250 millisieverts par an. Vous voyez que ça compromet un petit peu les ambitions de Musk de conquête de Mars. Si en plus on rajoute la contrainte neutron d'albédo,
on peut rajouter 15 millisieverts. Vous allez me dire c'est un détail, mais on a pris toutes les considérations en jeu. Et donc aujourd'hui, on travaille à optimiser tout ça parce qu'on se rend compte que c'est bien trop élevé. Et donc, il faut tout faire pour réduire ces doses. Donc les pistes, c'est d'essayer de travailler sur la protection en faisant un habitat qui soit naturellement blindant. C'est également d'accélérer le transfert Terre-Mars pour limiter la dose prise pendant cette période-là, sachant que des équipages qui feraient l'aller-retour prendraient un sievert. Voilà, donc travail sur l'habitat, j'en ai parlé. Au CNES, on a un laboratoire qui s'appelle le Spaceship, qui est en partenariat avec l'ESA et qui consiste à travailler sur tous les aspects sur l'habitat martien. Donc ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. La partie blindage et dosimétrie n'est qu'un axe de ces travaux. Et en particulier, je voulais insister sur la thèse de Gabin Charpentier, qui est dans le même service que moi, et qui travaille à l'élaboration d'un modèle d'environnement martien qui prend en compte la géologie martienne, c'est-à-dire la présence d'eau, qui couperait les neutrons d'albédo, la prise en compte du relief, qui ferait de la protection naturelle contre les rayonnements, pour savoir où positionner les bases pour les installer dans les endroits les moins agressifs. La NASA, de son côté, a pris en compte le risque radiation. On ne peut pas dire qu'ils ignorent les choses. Hein. Ils ont même édicté des règles qui limitent les doses reçues par les équipages. C'est libellé comme ça. La dose max sur toute une carrière ne doit pas dépasser 3% de la dose considérée comme étant seuil létal par cancer. Mais ils ne précisent pas le niveau. Et une autre règle fondamentale des missions NASA habitées, c'est qu'ils vont obliger les industriels qui construisent les véhicules à placer au moins 6 dosimètres pour valider les études de poste. Donc on voit qu'on est au début et que les premières missions serviront de cobayes pour mesurer ça. En France, me direz-vous, le Code du travail a aussi évolué en 2018 pour introduire la dose tolérée pour les équipages des aéronefs spatiaux. Et la dose tolérée sur une mission, là on n'est plus sur la carrière, c'est de 500 millisieverts. C'est bon, Thomas Pesquet était couvert avec ses 120-130 millisieverts. Il était conforme à la réglementation, bien que ce soit avant la sortie du texte. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier mes collègues pour leur contribution.